Alors ce matin, nous avons donc fermé les yeux en nous projetant sur 2050. Là, cette fois-ci, je vais vous proposer l'exercice inverse. Donc ouvrez grand les yeux. On ne va pas forcément aller vers le passé, bien sûr, mais on va, dans cette toute dernière partie, explorer des frontières qui ne sont pas si étanches que ça. Bon, c'est un peu comme toutes les frontières, finalement. On va tenter, là, de distinguer le vrai du vraisemblable. Vous allez voir. Vont me rejoindre sur cette scène Quentin Hirsinger, président fondateur de Matériaux, Véronique Haller-Spitzer, directrice du pôle régénération de Refashion, Adrien Rivière, cofondateur du Design Fiction Studio, et Lars Vrignon, responsable du développement commercial pluralisme. Jingle. Bonjour, bonjour, installez-vous. Alors, c'est une des rares conversations où il y a un vrai plan de table. Voilà. Il y a un plateau là, et moi je suis là. Voilà, on va faire comme ça. Alors, on va démarrer tout de suite avec vous deux. Adrien, j'ai envie de vous donner mon rôle. Ça veut dire que là, j'ai parlé de frontières entre le vrai et le vraisemblable. Vous allez nous aider à y voir clair. Oui. Et tout du moins pendant 8 minutes, j'ai dit que vous étiez cofondateur du Design Fiction Studio, mais enfin, c'est quoi le design fiction ? Oui, on va commencer par là. Bonjour à tous. En effet, on parle de vrai et de vraisemblable, et vous allez voir qu'on va parler ensemble du Design Fiction Studio. Et simplement, rapidement, en fait, le design fiction, peut-être que certains connaissent, c'est donc à la frontière du design et de la fiction. Donc on va parler à la fois des récits, et notamment des récits prospectifs. Comment on fait pour s'imaginer demain et après-demain, 2025, 2030, 2035, 2040, et imaginer dans votre filière. C'est quoi le futur de la filière textile ? À quoi ça ressemble ? Quelle est la chaîne de valeur ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on ne peut plus faire ? Comment le monde a évolué ? Bon, bref, vous connaissez les récits de science-fiction. Vous regardez des séries, vous lisez des ouvrages sur le sujet. Les récits, ils nous servent à quelque chose de très important, et vous allez en avoir un exemple très rapidement. C'est qu'ils nous permettent de visualiser les choses. Un bon récit, on peut se projeter dedans, on peut commencer à visualiser, à comprendre ce qui se passe. Et puis, il y a le design. Et en fait, quand on se projette dans le futur, qu'on commence à imaginer ce qui se passe, comment a évolué la société, les comportements des consommateurs, on passe de la propriété plutôt à la location, à l'usage. Puis ça, c'est un signal faible, il y a quelques années, qui commence à être une tendance de plus en plus lourde. Et puis peut-être qu'on pourrait en faire une tendance très lourde à 2040. Où l'achat devient très minoritaire par rapport à l'usage et à la location. Comment la société change ? Comment toutes vos économies, comment toutes vos entreprises changent par rapport à ça ? Et c'est là où le design rentre en jeu, c'est que le design, il nous permet de prototyper, c'est-à-dire qu'il nous permet de choisir dans le récit quelques éléments qu'on a envie particulièrement de travailler. Nouveaux services, nouvelle expérience, nouvelle chaîne de décision entre les différents intermédiaires d'une filière, etc., etc. Donc les objectifs du design fiction, c'est finalement de partir de la complexité des enjeux. Bon, je pense que ça, je n'ai pas besoin d'y revenir. Les enjeux sont très, très, très complexes dans votre industrie, dans toute la filière. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est le point numéro 2 et le point 4. C'est développer un regard critique et jouer volontairement la controverse. En fait, le design fiction a été créé au début des années 2000. C'est une méthode assez récente de prospective et d'analyse qui joue spécifiquement sur le débat, la controverse. En gros, il faut qu'à la fin, on s'engueule. D'accord ? C'est qu'à la fin, on n'est pas d'accord. Mais non, on ne peut pas faire ça. Mais t'es dingue. Une société qui, en 2040, préfère l'usage à l'achat. Mais ça n'arrivera jamais, pas aussi vite. Attends, t'imagines l'inertie des consommateurs. Impossible. Il faut qu'on s'engueule, on s'étripe. L'idée, c'est qu'en provoquant le débat, évidemment, on met sur la table tout un tas de choses qu'on ne pensait pas possibles, qui étaient pour nous du domaine impossible à dire parce que maintenant la filière elle est comme ça, il y a plein d'inertie, etc., etc. Donc c'est ça qu'on essaye de travailler un peu. Et donc on a différents stades. Et donc là je vous donne une vision très simplifiée de ce qu'on fait. C'est que on part du présent et puis première chose, vous savez, pour imaginer le futur, d'abord on imagine qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. On revient dans le passé. Il a été démontré par exemple scientifiquement que la mémoire du futur, c'est la capacité de projection d'un individu, dépend de sa mémoire du passé. Plus on connaît ce qui est arrivé, plus on est capable de se projeter. Donc la première chose, c'est qu'on retourne dans le passé.
Qu'est-ce qui s'est fait? Quelles ont été les grandes ruptures, les grandes révolutions, les grandes sidérations, les grandes inventions, les grandes innovations? On va piocher dedans, on les analyse, on revient dans le présent, et puis ensuite on commence donc à se projeter. Et donc là, on va passer par deux grandes choses. C'est à la fois le récit, et vous allez en avoir un cas concret avec Lars, et puis encore une fois, un prototypage. Je vous donne quelques exemples de ce qu'on peut réaliser. On se pose une question comme et si des nanorobots étaient libérés dans nos corps pour lutter contre la dépression? Alors vous le savez, on se projette dans le passé. La dépression augmente. De plus en plus de jeunes sont dépressifs, se sentent mal. Le bien-être diminue dans nos sociétés modernes, occidentalisées, pourtant très riches. Donc la dépression va peut-être devenir un phénomène de santé mentale énormissime. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, si on se projette dans le futur, on pourrait imaginer des nanorobots, vous savez que la nanotechnologie se développe énormément dans la santé, pour peut-être lutter contre la dépression comme phénomène médical. C'est un exemple, il y en a d'autres. On a inventé un Netflix, pourquoi pas un Netflix des rêves, hein, vous savez qu'on rêve tous, alors peut-être que ça vous ferait peur, mais si on enregistre demain nos rêves et on les met sur une plateforme, on devient influenceur de rêve, c'est génial. C'est génial ou c'est le cauchemar. Et c'est là où on débat, et c'est là où on s'étripe. Mais attendez, on est tous d'accord que Netflix, le PDG de Netflix, Hastings, a dit que la dernière barrière pour Netflix, c'était le sommeil. Hein, la lutte, c'est le sommeil. D'accord? On doit garder les gens éveillés pour qu'ils regardent le plus de séries. D'accord? Je ne l'invente pas, hein, il l'a dit. Donc, ce qu'on projette, et vous voyez bien que ça commence un peu à vous gêner, c'est toute la méthode. D'accord? La méthode, c'est que ça doit gratter, ça doit jouer avec nos croyances, notre éthique, notre morale, mais justement pour pousser les limites de ce qu'on est vraiment capable de réaliser. On a mené d'autres projets, et puis j'ai la chance d'avoir avec moi Lars, qui est un étudiant qu'on fait bosser. Enfin, ancien étudiant, plus maintenant, il y a 2 ans, dans une école de design, et qui a bossé sur le projet que vous allez voir là-bas, qui s'appelle COB. Et d'abord, je vais te demander, Lars, de nous raconter un peu comment vous avez commencé à travailler ce projet de design fiction, quel a été le point de départ un peu de votre projet. Alors très bien, bonjour tout le monde. Alors en ce qui concerne notre projet, on devait se projeter sur une échelle de 40 à 100 ans. On a alors imaginé un scénario où on a eu un hiver nucléaire, 3e guerre mondiale, nombre de bombes atomiques ont rendu pratiquement la vie impossible sur Terre, et donc on a eu... Ça s'amuse beaucoup. Hein. Ouais, absolument. Et donc les seuls survivants, pour justement continuer à vivre et survivre aux radiations, ont dû se réfugier en Sibérie, dans des poches, on va dire, anciennement de méthane, justement, qui ont été libérées dans le pergélisol. Et ils ont créé une sorte de petite cité en dessous, cachée. Et au bout d'un certain temps, ils en ont eu marre, ils voulaient juste en sortir. Donc ils se sont dit, bon, très bien, on va créer une combinaison qui permettra de faire cette interface, justement, de protéger la peau des radiations nucléaires. Vous le voyez, méthodologiquement, il est capable de vous donner autant de détails, parce que ce que l'on fait avec les participants, des étudiants, des anciens étudiants, ou des entreprises, des organisations privées, publiques, c'est de travailler vraiment la visualisation, le récit. Je suis capable de me projeter dedans. Là, vous avez un univers dystopique, très sombre. Évidemment, on est capable de travailler des univers utopiques. D'accord ? Ça se passe mieux, on a pris les bonnes décisions, on a réussi à bifurquer, à infléchir, etc., etc. C'est aussi possible. Mais juste, vous voyez qu'on peut visualiser les choses et on peut se projeter d'abord dans un véritable futur qui devient un peu plus concret et tangible. Et donc, pour sortir, combinaison. Donc on a créé cette combinaison. Donc c'est pour vous expliquer comment elle fonctionne, il s'agit donc d'une combinaison de 4 mm d'épaisseur sur laquelle vous aurez 2 couches d'algues. Une couche justement qui fonctionnera donc avec des algues photosynthétiques et qui viendra d'une filtrer le rayonnement UV, mais également nourrir la seconde couche d'algues en oxygène. Et cette couche, justement, a été travaillée pour permettre de filtrer les rayonnements gamma et bêta. Donc là, ce que je vous passe, c'est tous les travaux que les étudiants ont menés. Hein. Il y en a des slides et des slides et des slides, hein, d'accord ? Je reviens à ce que tu disais, Éloi, c'est vraisemblable, ce n'est pas vrai. D'accord ? C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait est documenté, d'accord ? C'est du domaine du vraisemblable, hein, pour encore une fois essayer de matérialiser les choses.
Mais évidemment, les ex-étudiants ne sont pas des doctorants dans toutes les catégories de bio-ingénierie. D'accord ? Donc c'est un exercice de pensée avant tout pour mettre en tension justement nos modèles économiques, nos modèles politiques, les rapports de force, etc. etc. Et donc là, Lars, tu évoquais justement la première couche que l'on voit ici et les études que vous avez menées. Et donc on s'appuie sur des données comme le blob ou tout un tas de choses qu'on connaît aujourd'hui et qui existent déjà, et puis on les projette un peu dans le futur pour essayer de voir ce que ça peut donner. Dans notre équipe, il n'y avait aucune compétence en biologie, c'était que de la simple curiosité. Donc voilà. Et si vous voulez, l'idée, et pour terminer là-dessus, c'est que des ex-étudiants comme ça, qui travaillent 5-6 jours dessus, ils ont la possibilité de descendre extrêmement loin dans les connaissances scientifiques d'ici et maintenant et dans les travaux qui existent et qui peut-être nous permettront de donner lieu à d'autres choses. Et ici, d'autres matériaux, d'autres types d'utilisation. Et vous allez en avoir probablement des exemples dans quelques instants. Mais c'est ça, si vous voulez, l'intérêt pour nous, c'est de pousser tous les curseurs et de voir ce que ça met en jeu et des potentielles pistes de matérialisation. Et pour terminer, je donnerai juste un exemple qui est cette fois-ci bien réel, dans une institution culturelle qui existe, qui est en plein Paris, dans le 16e arrondissement, dont je tairai le nom, et qui a des enjeux dans ces espaces de chaleur extrême. C'est des espaces qui, par exemple, sont sous verrière, et vous avez remarqué, il fait déjà un peu chaud pour quasiment milieu du mois d'octobre, et dans ces espaces là-bas, il fait plus de 50 degrés l'été. Légalement, il est impossible pour cette institution culturelle d'accueillir des gens. Il fait trop chaud, c'est trop dangereux. On tomberait dans les pommes plutôt rapidement. La question qui se passe, et le travail de design fiction que nous avons fait avec cette institution culturelle, la question qu'on pose, c'est mais si c'est déjà le cas maintenant, que faire de cet espace à 2030, à 2035, à 2040 ? Si on se projette, qu'est-ce qu'on peut visualiser ? Alors, je ne vous donne pas tout l'éventail des scénarios qui ont été rédigés, écrits, et des artefacts qui ont été créés, mais un scénario, c'est de dire, mais ça s'appelle une serre urbaine. Et il s'avère qu'on a des centaines de mètres carrés qui sont disponibles, et peut-être qu'on pourrait créer d'autres types de partenariats pour inviter des acteurs du monde de l'alimentation à utiliser ces serres urbaines. Et peut-être qu'on ferait du circuit court, et peut-être qu'on pourrait alimenter une partie du restaurant qui se trouve dans l'institution culturelle, et je ne vous fais pas le chemin. D'accord ? Donc ça, c'est un scénario stratégique qu'on peut développer à partir du design fiction et d'une projection comme celle-ci. Merci Adrien. J'ai une question. Lars, vous faites quoi dans la vie, sinon par ailleurs ? Alors sinon, je suis en train de développer une start-up qui fait l'analyse de toutes les prises de parole politiques à partir d'algorithmes d'intelligence artificielle. Donc le blob, tout ça. C'était juste de la curiosité. D'accord. Merci. On peut vous applaudir pour cet exercice de design fiction. Restez là, parce qu'il peut peut-être y avoir une interaction, qui sait, on ne sait jamais. Quentin, j'ai envie de me tourner vers vous. Vous êtes dans le matériau... Alors déjà, matériaux, justement, c'est une bibliothèque de matériaux, c'est ça ? C'est une sorte de cabinet de curiosité sur la matière, en fait. On va identifier un peu partout dans le monde tous les producteurs de matière que je vais dire singulières, atypiques, innovantes, moutons à 5 pattes, trucs bizarroïdes. Et là, c'est du vrai. Et là, c'est du vrai, c'est du concret, c'est même du commercialisé. Et c'est effectivement quelque chose qui peut... Je ne suis pas là pour vous parler des matériaux de demain, mais je suis éventuellement là pour vous parler des matériaux et semi-produits qui aujourd'hui sont développés, qui aujourd'hui sont opérationnels, qui aujourd'hui ne sont souvent pas connus parce que dédiés à un univers particulier, le militaire, la filtration industrielle, la dépollution des sols ou que sais-je, et avec cette conviction que c'est super intéressant de décloisonner les choses et de montrer à quelqu'un qui est dans le packaging quelque chose qui s'inscrit au départ dans l'univers du médical, ou quelqu'un qui est dans la mode, de lui montrer comment on équipe un militaire qui doit rester en chouffe pendant 24 heures avec plus 35 dans la journée, moins 12 la nuit, et qui ne doit pas bouger, et en même temps il doit recharger son TRPP11, ses lunettes de visée nocturne, etc. Donc le but du jeu c'est ça, mais là où effectivement il y a un point important, c'est que c'est des choses qui sont existantes. Alors bien sûr, je vais regarder ce qui par ailleurs est en cours de développement, mais les choses qu'on va montrer à nos utilisateurs, c'est du vrai, c'est du tangible. C'est du vrai avec derrière un industriel qui produit
éventuellement à super cher et éventuellement avec des contraintes très bloquantes, mais c'est des choses qui sont commercialisées, effectivement. Sur Cobb, sur ce projet, est-ce qu'il y a déjà des matériaux dans le monde réel du vrai, là, maintenant en 2023 ? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous faire dire que oui, on peut se diriger vers ça un jour ? On peut se diriger vers ça un jour. Le truc, très clairement, pour dire d'où je parle, c'est que moi, je ne m'inscris pas du tout dans une logique de prospective. Ouais. Je suis là pour montrer des choses sans forcément avoir de discours sur ce qui va advenir de tout ça. Donc tout ce qui est tendance, tout ce qui est prospective, c'est pas mon regard. Et pour être totalement honnête, moi, je rigole un petit peu doucement quand je vois les agences de tendance il y a 2 ans s'exciter comme des malades sur le méta ou sur les NFT. Et aujourd'hui, ils parlent totalement d'autre chose. Donc pour moi, très honnêtement, c'est toujours un exercice avec lequel j'ai du mal et dans lequel je ne m'inscris pas. Oui. Mais pour revenir sur cet exemple, que néanmoins je trouve tout à fait intéressant, et notamment dans le cadre d'un scénario de base qui est, bon ben voilà, si jamais demain, effectivement, il y a tout à coup vachement moins d'humains, qu'il y a eu 3 bombes qui sont tombées, que ceci, que cela, qu'est-ce qu'on pourrait envisager comme utilisation ? Ce qui derrière va être un petit peu, pour moi, miroir aux alouettes, c'est que je vois quotidiennement des boîtes émerger et puis annoncer un petit peu le matériau exceptionnel qui va sauver la planète. Et derrière, il y a toujours énormément et avant tout du discours marketing. Et par exemple, pour reprendre un des exemples qui est cité dans cet exemple de Cobb, la société Bolt Trade, qui, je le prononce très très mal en anglais, excusez-moi, je suis un vrai français avec un accent anglais catastrophique, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'ils nous font miroiter des textiles à base de soie d'araignée, ce qu'eux appellent un cuir vegan, ce qui moi me fait hérisser à chaque fois, parce que cuir vegan c'est un oxymore, ça veut rien dire, à base de champignons. Et tout ça, résultat des courses aujourd'hui, ils ont arrêté en juillet dernier la production, ou l'annonce, parce que ça fait 10 ans qu'ils annonçaient, attendez, on va vous faire un truc, mais ça va déchirer sa mère, ça va être magnifique. Ils ont annoncé l'arrêt parce qu'ils ont réussi à faire du buzz pendant 10 ans avec Stella McCartney, avec 3-4 boîtes de luxe qui ont racheté ça pour faire des bracelets de montre qui ne tiennent pas la route. Mais derrière, ce qui va me gêner, c'est que si jamais on avait réfléchi 2 secondes à ce projet à la base, et par exemple, tout bêtement, le postulat de base qui est de se dire « Ah, il faut qu'on arrête d'utiliser du cuir, et donc il faut trouver des alternatives au cuir ». Moi, je veux bien, j'ai pas d'action dans le cuir, mais peut-être s'interroger. Aujourd'hui, il y a encore des milliards de viandards, il y a donc des milliards de bêtes sur pied, il y a donc des milliards de déchets qui s'appellent du cuir, notamment. Et on est en train de faire miroiter que demain, on va être sur une planète plus propre parce qu'on va s'affranchir d'un déchet qui a des qualités phénoménales en essayant... Alors, aujourd'hui, dans la base de données, je dois avoir 50 références de ce qu'ils appellent du cuir vegan. C'est des textiles enduits de polyuréthane avec 20% de déchets de pommes. C'est... Ce qui me gêne, moi, derrière, c'est on va choper des trucs, mais derrière, il n'y a pas forcément une réflexion pour savoir s'il y a une vraie pertinence. Ce que vous dénoncez, c'est que c'est surtout une approche marketing... Très souvent, très souvent. Sans fond. Je sais qu'Adrien voulait juste rebondir. Oui, parce qu'en fait, on est totalement d'accord. Premièrement, parce que... Non, il fallait qu'on s'engueule. Ah oui, merde. T'as dit tout à l'heure Donc je vais m'inscrire totalement en faux, pour plusieurs raisons.
On est d'accord, premièrement, parce qu'en fait, ces projets, évidemment, on ne les lance pas. C'est-à-dire qu'effectivement, le design fiction est une méthodologie qui permet juste simplement d'aller ailleurs, de penser différemment, de faire un pas de côté. Donc, effectivement, toutes ces entreprises n'ont jamais vocation à pénétrer le marché. C'est pour ça qu'en fait, c'est hyper complémentaire. Et en fait, pour ceux qui connaissent un peu la science-fiction, si vous regardez Black Mirror, si vous lisez Alain Damasio, etc., ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant ce qui est créé finalement à la fin, la combinaison en elle-même. Ce qui nous intéresse, c'est comment ça interroge nous, en tant qu'êtres humains, dans nos habitudes, dans nos croyances, dans nos comportements, dans comment on se comporte par rapport à telle ou telle matière, est-ce que ça nous gêne, ça ne nous gêne pas? En fait, c'est ça la science-fiction au fond. C'est au-delà de simplement l'objet qui est créé, c'est nous en rapport avec cet objet. C'est toujours la psychologie, c'est ce que racontent toujours les réalisateurs, réalisatrices, auteurs, autrices de science-fiction. Ce qui intéresse, c'est l'humain par rapport à l'univers projeté. Et bien en fait, c'est exactement ce qu'on fait. Et là, c'est intéressant ce que tu dis, c'est de dire, en fait, le cuir animal, est-ce qu'il nous dérange vraiment? Pas vraiment. Si, moi, il me dérange. Ah oui, mais comment? Parce que si tu fais un alternatif avec plus de déchets alimentaires, ça me dérange peut-être plus. Et là, on est dans le design fiction. Là, c'est hyper intéressant. Et là, on s'engueule. Et là, on se fight, et là, c'est super. Mais finalement, c'est ça, c'est faire se poser des questions. Moi, à vous entendre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de designers qui ne se posent pas de questions. Mais c'est ça qui, aujourd'hui, je ne vais pas taper maintenant sur les designers, mais c'est ça qui, aujourd'hui, ils sont pas là. Me navre un petit peu. C'est que, quotidiennement, j'ai des gens qui vont venir au showroom et qui, en toute honnêteté, en toute bonne foi et en toute volonté de moins mal faire, vont arriver et vont me dire « Ah ouais, alors et pour ce pack-là, j'ai des contraintes, bien sûr, environnementales, donc il faudrait des matériaux écolos. » Et rien que cette lecture du truc en se disant « Ah ouais, mais pour ce truc, il faut des matériaux écolos », ça veut simplement dire que je ne me suis pas posé la question de ce que pourrait signifier un matériau écolo. Et moi, je défie quiconque, demain, de me montrer ce que c'est qu'un matériau écolo, parce que la matière, elle est. Et ensuite, c'est ce qu'on va faire de cette matière qui va être effectivement plus ou moins mauvais concernant notre place sur cette planète. Et c'est là où, effectivement, je suis un petit peu les bras ballants, parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui veut bien faire, mais qui n'accepte pas la complexité de tout ça. Ce qui est... Et là, ça me fait venir vers vous, Véronique Aller-Spitzer. Donc, je le rappelle, vous êtes directrice du pôle régénération de Refashion. Bon, je ne vais pas dire que votre dada, c'est les déchets, mais en gros, votre truc à vous, c'est comment les déchets, on en parlait avec Quentin, comment les déchets peuvent devenir ces nouveaux matériaux, finalement. Effectivement, ça fait partie des missions de Refashion de transformer ces déchets en nouvelles ressources. Et effectivement, la condition, c'est que ça ait un impact environnemental moindre par rapport à la matière première vierge. On parlait de nouveaux matériaux qui parfois partent de rêves. Et c'est vrai qu'il y en a qui existent. Par exemple, la fibre de lait. Je crois qu'il y a les équipes du CETI qui sont là. Et la fibre de lait fait partie de ces choses auxquelles, comme ça paraissait complètement délirant. Et ça fonctionne. Ou d'autres projets qui ont été financés par Refashion. Par exemple, le fait d'arriver à séparer les matières des chaussures pour pouvoir les recycler avec des fluides supercritiques. Je me souviens quand le projet nous est arrivé, on s'est dit, ils sont dingues. Des fluides supercritiques. Supercritiques, oui. Ils sont dingues, ça ne va jamais marcher, et puis ça a marché. Donc parfois, le rêve mène à la réalité. Mais sinon, c'est effectivement d'arriver à créer des nouveaux matériaux, parce que l'idée dans le recyclage, c'est d'arriver à créer de la valeur. Le but, c'est de créer de la valeur. Si on fait du recyclage et qu'on se retrouve avec un produit qui a une valeur dégradée, ça ne va jamais marcher. Parce que tant en termes de coûts financiers, mais aussi et surtout en termes d'impact environnemental, ça ne va pas être bon. Le résultat ne sera pas bon. Donc comment on fait pour imaginer, composer, parce que c'est des recettes de cuisine à un moment, trouver les solutions pour avoir de nouveaux matériaux. Et là, il y a de plus en plus de solutions, et dans l'auditoire, il y a pas mal d'industriels qui sont porteurs de ces solutions, tant en termes de textile qu'en termes de chaussures, pour avoir des nouveaux matériaux qui ont des caractéristiques différentes. Par exemple, un t-shirt en coton, quand il va être recyclé, ça ne va pas être du coton comme avant, ça va être un nouveau matériau. Et ce nouveau matériau, il va avoir de très belles caractéristiques, mais ce qui est très important pour Refashion, quand on finance ce type de développement, c'est de calculer son impact environnemental et d'être sûr que ce nouveau matériau, il aura un impact environnemental meilleur
que la matière vierge. C'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, ici au Cercle d'Aumale? Est-ce qu'il y a des questions, vous, derrière votre écran? Mais ça, c'est moi qui peux y répondre. Pour l'instant, vous êtes en train de les taper, sans doute. Et là, oui, il y a une question, monsieur ou madame, dans l'ombre. Madame. Madame, désolé. Pile poil le moment où il y a de l'ombre. Bonjour, moi je questionne justement la diversification des matériaux. Quand vous parlez de nouveaux matériaux, et je reprends par rapport aussi au mot déchet, l'idée serait déjà de sortir de ce mot-là, parce qu'en effet ce sont des ressources qu'on va aller transformer pour valoriser. Mais derrière, sur la partie diversification, aujourd'hui, le recyclage et les filières du recyclage se concentrent quand même sur des matières qu'on a en commun et par rapport à la capacité, au volume, qui sont en capacité d'être en continu industriel. Comment on peut aussi prendre en considération ces nouvelles matières qui inondent parfois le marché sur des volumes un peu plus, on va dire un peu plus faibles, et réintroduire dans une filière qui n'existe pas. Donc en fait, finalement, on crée des problèmes au lieu de créer des solutions, alors que sur des matières matures, on a déjà des choses qui sont efficaces, notamment du recyclage mécanique, par exemple, sur lequel on peut faire une empreinte, en tout cas, qui est plus faible, par rapport à du recyclage chimique qu'on va gérer et avec lequel on travaille aujourd'hui avec des empreintes beaucoup plus faibles. Donc, vous deux, comment se situe justement ce showroom avec énormément de matières innovantes et donc comment cadrer aussi la filière par la suite et puis le renouveau des matières qu'on remet sur le marché avec une valeur et de créer une industrie derrière du recyclage qui fonctionne bien. Merci. Qui veut s'emparer Moi déjà, je réagirais sur une question un petit peu de signification des mots. J'ai toujours beaucoup de mal, moi, à parler de nouveaux matériaux. Parce que, voilà, il y a le tableau de Mendeleïev, il y a des éléments, on fait des matières, et souvent, quand on parle de nouveaux matériaux, on va parler de nouveaux semi-produits, donc pas réellement de nouvelles matières. Et puis, ce qu'on peut noter, typiquement, si vous voulez, j'ai mon t-shirt en coton, et puis avec, je vais faire un panneau, parce que je vais le compresser et puis je vais mettre une résine biosourcée à l'intérieur et ça va me faire du panneau qui va être un petit peu du solide surface. Ce n'est pas un nouveau matériau, c'est un nouveau semi-produit, une nouvelle proposition à partir de la matière de base, et c'est surtout une échelle de complexité supérieure, c'est-à-dire qu'avant j'avais du coton et qu'ensuite je vais avoir du coton mélangé à une résine X ou Y. Et c'est là où on en vient à votre question de multiplication, non pas des matériaux, mais des propositions, des produits existants et la complexité, effectivement, à recycler ça derrière, puisque un des enjeux principaux du recyclage, c'est déjà d'identifier les matières et de pouvoir, si possible, récupérer de la matière vierge ou quasi vierge. Donc c'est en fait dans ce sandwich-là qu'il faut qu'on réfléchisse et qu'on se dise, ben voilà, est-ce que il ne faut pas de plus en plus aller vers une logique de monomatière plutôt que de mix d'un tas de choses. Ça ne veut pas dire qu'on va les éviter, mais au moins aller vers ça. Et pour apporter de l'eau à mon moulin, bah, typiquement, voilà une réflexion qui, moi, me semble pertinente, de se dire, réfléchissons à quelque chose qui est beaucoup plus dans une logique de monomatériaux, et on n'est plus dans un débat entre cette matière c'est bien et cette matière c'est pas bien. On est cette fois-ci dans un débat où on se dit, bah tiens, pour faire ma pompe de ski, eh ben, il vaut mieux que j'utilise une seule sorte de plastique plutôt que 3 sortes de plastique. Vous voyez, on déplace le débat sur le projet et on s'interroge pour ce projet pour savoir ce qui est dans ce cadre-là le plus pertinent. Je vous laisse... Alors, Véronique, je vous ai vu acquiescer. J'acquiesce et je ne suis pas d'accord. Voilà. C'est-à-dire que j'acquiesce sur les produits neufs. Sur les produits neufs, c'est sûr, il faut du monomatière.
ça rend toutes les phases suivantes beaucoup plus aisées. Et le monomatière, c'est beaucoup plus simple et on rêve d'avoir que du monomatière, quels que soient les produits. Après, la réalité fait que le monomatière a plutôt tendance à réduire et donc on doit gérer, quel que soit le nom qu'on donne, la fin de vie des produits ou la deuxième ou la troisième vie des produits, on a à gérer une masse de multimatériaux. Et ces multimatériaux, désormais, un certain nombre, on sait très bien les gérer. On sait les séparer, ou si on ne les sépare pas, on sait les remettre dans des produits, par exemple des produits d'isolation, que l'on va pouvoir aussi recycler derrière. Là aussi, on a un certain nombre d'acteurs qui sont ici, et les produits d'isolation ont fait énormément de progrès depuis 10 ans, 20 ans, et on n'est plus du tout à des matériaux de base, on a désormais des matériaux très performants qu'on peut recycler derrière plusieurs fois. Et de la même manière, sur les multimatériaux, on arrive très bien à séparer certains matériaux. Le coton, le polyester, c'est plus un problème, on arrive très bien à les séparer. Après, à partir de 3 matériaux, ça devient compliqué. Ça, c'est sûr. Et à partir de 3 matériaux, non seulement on a du mal à les identifier, mais en plus, on a du mal à les séparer. Donc ça, s'il y a quelque chose à dire, un message à dire aux designers et à tous les concepteurs produits, c'est une matière, c'est bien, 2 matières maximum. Après, ça devient très compliqué. Mais oui, voilà. Alors, ce qui est bien aussi dans le design fiction, c'est de mettre des gens qui sont vraiment pas d'accord dès le départ, parce que vous voyez que du coup, on va devoir construire. Mais ce qui est intéressant dans votre question, en fait, c'est souvent quand on fait ces exercices-là, on imagine le futur, forcément, ça sera le métavers, on aura un casque. Et comment tu gères le casque? C'est facile, il est branché à une puce qui sera implantée dès ta naissance dans le cou. Ah oui. C'est toujours high-tech, plus de nouveautés, etc. Parce qu'on a un peu, nos imaginaires sont un peu colonisés quand même par tout un tas de trucs qui ne sont pas forcément vrais. Et en fait, les projets qu'on adore, et quand on anime ça avec Grégoire, qui est designer et cofondateur avec moi du Design Fiction Studio, c'est qu'on pousse les étudiants, ex-étudiants et les entreprises aussi à... Mais attends, ça se trouve, c'est du low-tech. Ça se trouve, c'est beaucoup plus simple. Ça se trouve, c'est pas du tout en inventant d'autres choses et en ajoutant d'autres couches. Et donc ça, c'est ça à dire hyper facile. À se projeter dans un futur où on ne prend pas la piste verte du high-tech, de la nouveauté, du nouveau matériau, beaucoup plus difficile, parce qu'on a tous une propension à y aller assez facilement. Et ça, c'est aussi intéressant de travailler ça, exactement ce que vous venez de citer en réalité. Juste vous, Lars, le projet Cobb, là, cette combinaison, il y avait combien de matières? C'est un piège, ça. Alors, on a eu les blobs. Il en faut 3 max, grand max. On a eu 2 types d'algues. Ouais. On a eu du plomb, du tungstène. Ouais. On a également eu des pellicules de graphène. Oui. Voilà, donc, bon, c'est pas mal, mais du coup, ça rentre plus forcément dans cette grille. Bon. On a une question, monsieur. Alors c'est plus une contribution par rapport à ce qui a été dit pour toujours continuer d'alimenter un peu le débat. C'est qu'on a déjà produit suffisamment de fibres, on a suffisamment de fibres disponibles aujourd'hui avec les moyens techniques dont on dispose aujourd'hui pour habiller 4 à 5 générations. Donc on se doute aussi que les techniques de revalorisation des fibres déjà produites, elles vont ne cesser de s'améliorer. Et d'autre part, sur les nouveaux matériaux et notamment sur les haltères-cuir, il y a une chose aussi dont il faut avoir conscience, c'est que, vous le disiez juste avant, c'est que nous, on le voit comme un gisement et comme quelque chose qu'on revalorise, mais pour d'autres industries, ce sont effectivement des déchets. Et en fait, il ne faut pas que ce soit aussi une manière de déculpabiliser la surproduction dans l'agroalimentaire, parce qu'on continue on produit du jus d'orange qu'on importe de Floride et qui voyage partout dans le monde pour ensuite faire des matériaux à base d'écorce d'agrumes. Et là, on marche un petit peu sur la tête. Donc, arrêtons de surproduire, de déforester les forêts primaires. Utilisons effectivement les surplus de production et les déchets qu'on a, mais jamais dans l'idée de légitimer finalement une surproduction dans une autre industrie. Et d'où l'importance des bibliothécaires, un petit peu comme vous, Quentin, qui nous permettaient d'être... Ça serait prétentieux de dire d'où l'importance des bibliothécaires.
Mais là où je suis entièrement d'accord, c'est que quand on m'a proposé de participer à cet après-midi de discussion et qu'on m'a dit et pour toi Quentin, le matériau du futur, pour moi le matériau du futur c'est avant tout moins de matière. Ouais. C'est le premier truc avant de commencer à parler de graphène, de nanotubes, d'intégration de machin, de bidule, c'est moins de matière. Et le reste, pour moi, est totalement anecdotique. C'est-à-dire qu'on est face à un vrai problème systémique et c'est pas avec quelques trucs cosmétiques, genre t'as vu ma veste en kombucha et t'as vu mon machin, qu'on va changer quoi que ce soit. Donc je vous suis parfaitement. Quand j'ai donné cet exemple du cuir qui aujourd'hui est un déchet principalement, parce qu'il faut savoir que quand on parle du cuir, à 97%, je crois, l'industrie du cuir, c'est quoi? C'est du cuir de bovin et d'ovin. Et donc j'exclus déjà tout ce qui est cuir exotique où on va tuer une bête pour sa peau. Mais je suis le premier à dire si demain, effectivement, et ça serait mieux pour la planète, il y a moins de viandards, et ben, il y aura moins de cuir, et il y aura peut-être nécessité de trouver des alternatives judicieuses. Entièrement d'accord avec vous. Et je vais même aller plus loin. Sur certains chantiers et projets, il est beaucoup plus judicieux d'utiliser un simili-cuir qu'un cuir, qui a un vrai impact. On peut se dire que c'est effectivement un déchet de l'agroalimentaire, mais ensuite toute la filière de tannage et tous ces trucs-là, ça génère beaucoup de problèmes. Et donc c'est pas le matériau, c'est super gentil. Simplement, ce que je dis, c'est que si je veux avoir des pompes et que je veux que mes pompes elles durent 5 ans, ce qui est la logique à avoir, eh ben aujourd'hui, c'est pas avec le Milo qui, en gros, aurait tenu 3 mois que je vais faire mes pompes, c'est avec du cuir si je ne suis pas végane. Si je suis végane, c'est un autre débat. Mais là aussi, à nouveau, glissement sémantique, végane et écolo, maintenant c'est pareil. Non, c'est pas pareil, c'est 2 termes différents pour 2 réalités différentes. Donc encore une fois, j'ai aucune chapelle particulière, mais il me semble important que sur ces questions, et parce qu'il y a vraiment urgence, on se pose les vraies questions et qu'on ne se dise pas « je vais continuer, excusez-moi de taper sur un truc, mais je vais continuer la fast fashion, mais ça sera du coton bio ». Non, c'est le modèle qui est à mettre en tout cas à poser sur la table. C'est pour ça que je trouvais très intéressante la discussion qui précédait la nôtre, c'est qu'il me semble effectivement essentiel aujourd'hui de penser à la réparation des choses, à la seconde main, à tous ces trucs qui permettent effectivement, avant tout, de limiter l'épuisement des ressources et donc d'arrêter de taper partout pour essayer de continuer à produire. C'est ça qui est le vrai enjeu, il me semble, aujourd'hui, pour toutes les industries. Véronique, j'ai un peu plombé là. Ah bon là-dessus. Non, mais non. J'abonde, j'abonde complètement. On est déjà sur le sujet, la réduction, le fait de réparer, de réutiliser, et derrière, avec les stocks que nous avons aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ces stocks et comment on les transforme en de nouvelles ressources et quels sont les moyens les moins impactants et les plus efficaces, parce que non seulement il ne faut pas être impactant, mais il faut quand même que ça soit efficace pour recréer des produits réparables et durables. Absolument. Et donc, on est dans ce système où c'est l'économie circulaire, finalement. C'est un peu l'économie circulaire. Voilà. Il nous reste 5 minutes, en gros. Est-ce qu'il y a une dernière question? Une dernière main levée? Parce que sinon, je donne la parole à Adrien. Donc, une dernière main levée. Merci. Et moi, sur la réparation. Alors, du coup, Adrien, absolument. Sur la réparation, je voudrais t'entendre. Non, mais sur la réparation, par exemple, non, mais vraiment, en plus, sans rire, ça peut être des choses qui sont intéressantes pour vous aussi, parce que, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, la réparation, dans la méthodologie du design fiction, c'est ce qu'on considère être un signal faible. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de marques qui se sont mis à réparer les choses. Donc Patagonia, Veja, les marques de luxe, historiquement, on pouvait aller réparer, etc. Puis il y en a d'autres, je ne suis pas spécialiste, donc j'en oublie probablement énormément d'autres. Ce signal faible, on peut le prendre et puis on peut le travailler pour le transformer dans ce qu'on appelle une tendance lourde. C'est-à-dire que l'ensemble de l'industrie textile, et la plupart de ces acteurs, dérivent
vers cette idée de réparation. Maintenant, la question qu'on se pose dans un avenir 2030, 2035, 2040, on met les curseurs où on veut, c'est du coup qu'est-ce que ça dit pour chacun d'entre vous, là où vous êtes sur la chaîne de valeur. C'est-à-dire que le retailer n'est plus simplement un retailer, c'est peut-être 25%, 40%, 50%, 80% de son magasin va être dédié à la réparation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 25%, 40%, 50%, 60%, 80% ne sont plus des vendeurs, mais des réparateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut plus de réparateurs, mais ça, on ne les a plus. Vous le savez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut les former. Ça veut dire que dans les écoles, et voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le design fiction, il permet ça. C'est-à-dire qu'on circonscrit un signal faible, qu'on peut identifier à un moment donné, on le pousse en tendance lourde, et une fois qu'on a imaginé l'ensemble de l'industrie, l'ensemble de la chaîne de valeur poussée sur la tendance lourde, qu'est-ce que ça recompose pour vous? Et en fait, c'est un exercice de pensée à la Einstein, vous savez, qui faisait des exercices de pensée, pour essayer de découvrir de nouvelles lois, de nouvelles actions, de nouvelles choses à faire ensemble. Véronique? Par rapport aux nouvelles matières, il y a aussi le fait, c'est étonnant, il n'y a pas eu de question, il y a beaucoup de metteurs en marché parmi vous, et souvent les metteurs en marché nous disent, mais comment je fais? Moi, je vois, alors pas de nouvelles matières, pardon, c'est nouveau semi-produit. Je suis censeur de rien. Semi-produit, c'est nouveau semi-produit. Comment on fait pour les intégrer? Matériaux responsables, moi ça va. Donc ces nouveaux semi-produits, d'autant plus que désormais, vous savez, il y a une écomodulation qui incite à l'insertion de matières recyclées dans les produits, qui doivent être produits à moins de 1500 km de lieu de collecte. Et donc, comment on fait pour arriver à faire ça et à les intégrer dans nos chaînes industrielles? Et là, la réponse, c'est travailler avec nous. Travailler avec Refashion, on est là pour vous aider et vous accompagner à monter des expérimentations et en fait à monter, à faire la mise au point de l'intégration de ces nouveaux semi-produits, de ces matières recyclées dans vos chaînes de production. Parce qu'on a conscience, et ça c'est là où il manque souvent un créneau, c'est qu'entre le semi-produit et le produit fini, il y a une mise au point qui est nécessaire. Et cette mise au point, elle va être compliquée parce qu'elle intègre le chef de produit. Souvent, il a un intermédiaire qui est le fabricant de tissus. Il a un autre intermédiaire qui est celui qui va tisser, qui va faire les finitions. Et comment il va faire pour relier ces trois étapes? Et donc, sur ces trois étapes, vous pouvez travailler, metteur en marché, travailler avec Refashion pour faire la mise au point parce que c'est souvent une étape qui manque. Et vous n'avez pas posé la question, mais du coup, j'en profite, je vous passe le message. C'est parfait. Voilà. Posez-vous la question et vous y répondez, et impeccable. Et donc la discussion ne fait que se prolonger. Absolument. Elle se prolongera sur le replay, ce qui me fait dire votre mot en re. Quentin? Écoutez, moi, ça serait de réfléchir. Je suis désolé. Non, bien joué, bien joué. Mais de réfléchir. De réfléchir, c'est mon accent vosgien ou je sais pas d'où. Non, mais j'irais même plus loin, d'exercer son esprit critique. Peut-être que ce qu'on me raconte est vrai, peut-être que c'est un peu du bullshit, mais au moins que je l'intègre, que je ne le reçoive pas et puis basta, mais qu'on exerce son esprit critique, donc qu'on réfléchisse effectivement à tout ça, en essayant humblement de faire un peu moins mal déjà, mais une fois qu'on aura mené cette réflexion. Réfléchir. Un mot-clé, un mot en re? Moi, réveiller les imaginaires et les engueulades, parce que c'est quand même marrant de C'est pas mal du tout. Lars? Et retrouver le bon sens. Ouais, mais donc retrouver? Retrouver. C'est bien aussi, retrouver. Ouais, c'est bien. Je fais comme si je validais, mais non, c'est pas moi qui valide. Et moi, par rapport à cette session, ça serait recréation avec le jeu de mots récréation, parce qu'effectivement, il faut rêver un peu pour créer derrière et avancer. Bravo à vous. Merci beaucoup pour ces mots et pour cette joute.